La Russie et la Chine se mettent en œuvre compte tenu du fait que nous avons l'obstacle de l'autorisation de la France. Je vais vous donner un exemple simple et en même temps vous montrer comment aujourd'hui les accords sont possibles malgré les obstacles. Supposons que l'AES veut acheter du pétrole russe. Je vais prendre cet exemple-là. Du pétrole russe, crée le mécanisme. Tu passes commande. Quand tu as passé commande, il faut pouvoir payer avant livraison. Eh bien, c'est par la lettre de crédit que généralement ce commerce international-là se fait. C'est l'instrument qui garantit les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire le vendeur qui lui a besoin de s'assurer que si le produit arrive, il va être payé, et de l'acheteur qui a besoin de s'assurer, eh bien le produit va être livré. Et donc pour pouvoir garantir ces deux intérêts-là, parce que je peux vous donner de l'argent, pour dire allez-y me payer du pain, et puis vous ne revenez pas avec le pain. Mais vous avez déjà de l'argent, pourquoi vous allez vous fatiguer? Vous pouvez ne pas venir avec le pain. Donc je n'ai aucune garantie, quand je vous donne l'argent, que j'aurai mon pain. De même, le vendeur n'a aucune garantie que si vous livrez le pain, vous allez le payer. Pour pouvoir garantir ces deux intérêts-là, dans le commerce international, c'est la lettre de crédit. Il y a un document bancaire qui fait que les différents acteurs, aussi bien le vendeur et l'acheteur, se remettent à la confiance entre les banques. Donc, on émet une lettre de crédit. Mais il faut que l'acheteur ait confiance en la lettre de crédit que ta banque émet. Et donc, pour que cette confiance-là, puisque les banques africaines ne sont pas connues au niveau international, surtout dans la zone CFA, eh bien, les banques africaines, pour confirmer une lettre de crédit qui soit acceptable au niveau international, il faut te référer à ce qu'ils appellent une banque de premier rang, qui sont généralement les banques occidentales. Et puisque la Russie est sous sanction, il est bien évident qu'aucune banque occidentale ne va confirmer la lettre de crédit que votre banque locale émet. Et si aucune banque internationale ne peut confirmer la lettre de crédit, eh bien l'opération est impossible. Voilà le problème qui se pose. Et donc, pour contourner ça, aujourd'hui, il y a deux mécanismes. Soit je vous livre et vous me payez en nature, soit de l'or ou tout ce que vous voulez. Et donc, c'est échange de marchandises. Ou bien je vous livre, mais on trouve un tiers qui va servir de relais entre vous et nous. C'est-à-dire ce tiers-là, ce tiers pays, eh bien, accepte les lettres de crédit entre la Russie et ce pays-là. Je prends exemple, tous les pays membres des BRICS acceptent évidemment une lettre de crédit et qui passe par ces différents pays-là. Donc, tu peux transférer ton argent en Afrique du Sud ou en Égypte ou en Éthiopie, et puisque là c'est possible, tu peux transférer ton argent dans ces pays-là, il n'y a pas d'obstacle à le faire. Donc, tu transfères ton argent dans un pays qui ne sanctionne pas la Russie, et à partir de là, eh bien, tu lances ta lettre de crédit, et comme c'est accepté par les deux pays, eh bien, l'opération se déroule. Donc, c'est par le relais des pays, c'est pour ça que les BRICS existent d'ailleurs. Quand on dit BRICS, c'est justement pour pouvoir contourner l'ensemble des sanctions qui frappent la Russie en ayant des pays relais. Et donc, les pays membres des BRICS et les partenaires membres des BRICS ont d'abord pour accord entre eux de pouvoir faciliter les échanges entre les différents pays. Donc, c'est par relais successif qu'on réussit à commercer avec ces différents pays-là ou par paiement en monnaie locale. Je m'explique. Vous me payez, si vous avez du CFA, vous me payez en CFA sur un compte que j'ouvre chez vous. Et puis, bon, ben, je vous livre le produit. Et comme je veux travailler dans une zone CFA, vous me payez en CFA, moi je vous livre le produit. Et donc, vous me payez dans votre propre pays, dans votre propre monnaie. C'est ce qu'on appelle le paiement en monnaie locale. Et entre les pays membres des BRICS, aujourd'hui,
le paiement en monnaie locale est privilégié par rapport au paiement en dollars ou en euros, c'est-à-dire les devises internationales. Et donc, vous verrez que les BRICS insistent beaucoup sur le paiement en monnaie locale. L'autre mécanisme de paiement, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, bon là, vous ne passez par aucune banque centrale. La crypto-monnaie, son avantage, c'est que vous ouvrez un compte crypto, vous l'alimentez, et bien vous pouvez transférer cet argent-là vers un autre compte crypto sans intermédiaire, sans sanction. C'est de la monnaie cryptée et c'est de la blockchain, donc c'est hautement sécurisé. Et donc c'est comme ça que les opérations peuvent se faire en crypto-monnaie. Donc vous avez plusieurs mécanismes. Il y a la crypto-monnaie, il y a le paiement en monnaie locale, le paiement en nature ou le paiement par relais. Et donc voilà tous les mécanismes qui sont utilisés aujourd'hui pour contourner l'ensemble des sanctions. C'est pour ça qu'aucune sanction contre la Russie ne marche. Vous comprenez que si la Russie était isolée, eh bien ces sanctions allaient marcher. Voilà. Mais parce que il y a tous les pays membres des BRICS et les partenaires associés sont là. Vous ne pouvez pas les sanctionner, vous n'auriez pas. Donc on passe par eux pour l'ensemble des opérations. Et lorsque vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, quand il y a eu la sanction contre la Côte d'Ivoire, c'était difficile de contourner. En 2010, lorsqu'il y a eu les différents... Lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, qu'ils ont commencé à sanctionner la Côte d'Ivoire, embargo sur le port, comment contourner cet embargo, c'était un peu difficile. Embargo sur nos devises, comment contourner l'embargo, c'était difficile, puisqu'on n'est pas propriétaire d'une monnaie quelconque. Embargo sur le franc CFA, comme on ne produisait pas des pièces et des biens, lorsque vous avez besoin de pièces et de biens, eh bien vous n'avez pas accès, puisqu'il y avait un embargo. Donc lorsque vous êtes un pays trop dépendant, eh bien et isolé, les embargos marchent. La Côte d'Ivoire était isolée en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire était isolée en Afrique, la Côte d'Ivoire était isolée dans le monde. La Russie n'est pas isolée. Voilà le secret. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un tournant stratégique majeur qui redessine la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, unis au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ont pris une décision historique, rompre avec l'influence occidentale traditionnelle et s'orienter vers deux nouvelles puissances montantes dans la région, la Russie et la Chine. C'est un repositionnement qui ne se limite pas à un simple changement de partenaire. C'est un choix de souveraineté, de modèle de développement, et même d'identité géopolitique. 1. Une rupture assumée avec l'Occident. Entre 2020 et 2023, 3 coups d'État ont bouleversé le paysage politique au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger. Ces changements de régime ont provoqué un refroidissement brutal des relations avec les pays occidentaux, en particulier la France, puissance historiquement influente dans la région. Les griefs sont nombreux, une présence militaire jugée inefficace face au terrorisme, une ingérence politique récurrente et une relation déséquilibrée héritée de l'ère coloniale. Ces critiques ont conduit à des actes forts, expulsion des troupes françaises, retrait des forces de l'Union européenne et suspension de nombreuses aides bilatérales. Mais cette rupture ne signifie pas isolement. Bien au contraire, elle ouvre la voie à de nouveaux partenariats plus stratégiques, plus politiques, mais aussi plus économiques. 2. La Russie, le retour d'un acteur militaire puissant. Dans le vide laissé par la France, la Russie a rapidement trouvé sa place. Depuis plusieurs années, Moscou étend son influence sur le continent africain, notamment à travers la fourniture d'armes, la formation de militaires et le soutien au gouvernement en place. Dans les pays de l'AES, cette influence prend plusieurs formes. Coopération militaire directe, envoi d'instructeurs et de forces spéciales, accords de sécurité bilatéraux non publiés. Mais la Russie joue aussi sur le plan symbolique. Elle se présente comme un allié anti-impérialiste, opposé à l'hégémonie occidentale et défenseur de la souveraineté des nations africaines. Les médias russes comme RT France ou Sputnik Afrique diffusent un discours pro-AES, valorisant les ruptures avec l'Occident et appelant à une Afrique plus indépendante.
Enfin, derrière la coopération sécuritaire se cachent aussi des enjeux économiques. Des entreprises russes obtiennent des droits d'exploitation sur des mines d'or ou d'uranium en échange de prestations militaires. Un modèle d'échange basé sur le donnant-donnant. 3. La Chine, partenaire économique et infrastructurel. Contrairement à la Russie, la Chine n'intervient pas militairement. Mais sur le plan économique, sa présence est massive, croissante et très stratégique. La Chine investit dans les routes, les barrages, les hôpitaux, les télécommunications. Elle finance également des projets miniers à grande échelle, uranium au Niger, or au Mali, lithium au Burkina Faso. Et surtout, elle le fait sans conditions politiques. Pas d'exigence de démocratie, ni de droits de l'homme. Ce qui plaît beaucoup au régime de transition de l'AES. Pékin soutient aussi une évolution monétaire importante. Elle encourage les échanges en yuan ou en monnaie locale et offre une alternative au franc CFA, souvent considéré comme un outil de dépendance postcoloniale. 4. L'AES, un projet politique régional. Au-delà des partenariats bilatéraux, les 3 pays de l'AES veulent aller plus loin. Ils visent à bâtir un bloc régional autonome, indépendant de la CEDEAO, avec une force militaire conjointe, une monnaie commune en gestation, une coopération politique renforcée. Ce n'est pas seulement une alliance de circonstances. C'est un projet d'intégration souverainiste, pensé pour durer, et pour montrer qu'une autre voie est possible, hors de la tutelle occidentale. 5. Opportunités et limites du basculement. Le pari est audacieux. Mais il comporte des risques. L'instabilité sécuritaire reste forte. Les économies des 3 pays sont encore fragiles et dépendantes de l'extérieur. Et les nouveaux alliés Russie et Chine ont des intérêts propres, qui ne sont pas toujours compatibles avec ceux des populations locales. Mais pour les régimes de l'AES, c'est un acte d'affirmation. Une façon de dire, nous choisissons nos partenaires, nous choisissons notre destin. Conclusion. Ce qui se joue aujourd'hui au Sahel dépasse les frontières de l'Afrique de l'Ouest. C'est un symbole fort du nouvel ordre mondial multipolaire qui se dessine. Un monde où les anciennes puissances coloniales ne dominent plus sans partage. Et où l'Afrique tente, pas à pas, de reprendre la main sur son avenir. Merci de votre attention. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez autour de vous. À très bientôt sur la chaîne.